Bonsoir et merci d'être avec nous. Ce soir, l'actualité nationale sera donc pilotée par cette affaire, pas une affaire, mais la nouvelle loi adoptée par l'Assemblée nationale concernant le financement des partis politiques. Qu'est-ce qui change? Et ensuite, on s'intéressera à cette visite, cette audience du chef de l'État au niveau du palais de l'Élysée. Un tour à l'international pour regarder un peu l'attitude du président Georges Weah, attitude intéressante qui a salué donc son adversaire pour sa victoire à l'élection présidentielle. Et on ira allègrement vers la fin de ce programme. Pour l'instant, encore une fois, bonsoir et bienvenue, c'est le Grand Talk sur Live TV. Très heureuse d'être en votre compagnie et je sais que le plateau aussi, Alain Toussaint, Geoffroy nous rejoint aujourd'hui, Geoffroy Julien Kwao, politologue et écrivain. Bonsoir et merci d'être là, c'est un plaisir de vous recevoir. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle. Élisée Boloubeux, le bonsoir vous rejoint. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Je le disais à l'entame de ce programme, financement des partis politiques en Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale planche et décide un nouveau process. Qu'est-ce qui change concrètement sur le financement des partis politiques en Côte d'Ivoire? Alors, Monsieur Kwao, est-ce qu'on peut comprendre? On sait bien qu'au départ, à une époque, c'était le budget de l'État qui gérait les partis politiques. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale réfléchit et propose un nouveau motus operandi. Oui, il faut d'abord dire que c'est une ratification d'une ordonnance présidentielle. L'ordonnance a été prise en mai. Et l'Assemblée nationale ne fait que ratifier pour lui donner, n'est-ce pas, une valeur légale. Alors, qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est que désormais, les partis politiques seront financés non pas à partir du budget dans sa globalité, mais d'un des éléments constitutifs du budget. Vous savez que le budget est constitué des recettes fiscales, des recettes non fiscales et des dons. Et donc, ces trois éléments, n'est-ce pas, constituent le budget. Autrement dit, désormais, c'est une partie du budget qui va financer les partis politiques. Ce qui, à l'observation, montre très bien que l'enveloppe dédiée aux formations politiques va connaître un véritable dépérissement. En ce sens que si, petit exercice, si le budget, par exemple, c'est 1 million, voilà. Si le budget, c'est 1 million, par exemple, les recettes fiscales peuvent être 500 000. Et donc, le millième du budget, ça fait 1 000 francs pour les partis politiques. Et si on prend maintenant les recettes fiscales qui sont à 500 000, donc ça fait 500 francs. Donc, vous voyez qu'il y a un dépérissement de l'enveloppe adressée aux partis politiques. Et justement, là où c'est intéressant, c'est qu'on aimerait savoir pourquoi. Pourquoi une telle décision, selon vous? Bon, une telle décision, certainement, parce que l'État peut-être pense qu'il y a d'autres priorités. Il y a les attentes sociales. Donc, il faut certainement peut-être diminuer le train de vie de l'État en passant peut-être par les formations politiques. Mais cela aussi peut porter atteinte à la démocratie. Très bien. Parce que on va revenir, ne soyez pas pressés. Allons-y. Écoutons Alain, non pas Alain Toussaint, on va l'attendre, on va le prendre pour la fin. Barry, réaction déjà au-delà des chiffres, au-delà du budget, enfin des taxes, sans entrer dans le détail. Pourquoi une telle question peut être aussi importante et être planchée justement au niveau de l'Assemblée nationale pour revoir un peu le système de financement des partis politiques en Côte d'Ivoire? Alors, il faut noter déjà que le système de financement des partis politiques reste généralement un mystère dans nos États francophones. Voilà. Et on remarque que, comme l'a si bien souligné le professeur Kwao, il y a une réduction au niveau de l'enveloppe que les partis politiques recevront. Ici, ce n'est pas un mystère, maintenant on a le texte. C'est clair qu'on en parle, mais combien de citoyens lambda savent réellement que les partis politiques sont financés et à combien ils sont financés, alors que nul n'est censé ignorer la loi. Les députés qui ont voté la loi, là, ce sont des élus de la nation qui sont censés expliquer la loi à leurs électeurs, parce que ce sont eux les citoyens qui portent les députés au père choix. Essayons de faire l'exercice ce soir. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que les partis politiques, quand on regarde cette enveloppe qui a été soulignée tout à l'heure, moi je note que cette loi-là profitera plus aux plus grands partis.
parce que c'est eux qui auront des élus à l'Assemblée nationale. On verra les conditions tout à l'heure. Les petits partis, ils sont comme défavorisés par cette loi-là. Mais toute chose est que ce sont les acteurs qui sont en charge de voter la loi qui l'ont votée. Donc la loi, elle s'applique dans toute sa rigueur. Mais je veux dire que c'est aussi à saluer parce qu'on en parle là, c'est quelque chose que les gens doivent savoir. Les partis politiques qui sont financés, ils sont financés à hauteur de combien? Parce qu'il y a une autre problématique qu'on ne touche pas, c'est la question des lobbying et des lobbyistes. On y arrivera. Élisée Boloube, l'Assemblée nationale ratifie dans ce texte qui dit les partis politiques désormais en Côte d'Ivoire ne seront plus financés par le budget de l'État, mais sur les taxes, et 1/1000 des taxes. Pour vous, il était important de régler cette question, d'en parler? Mais moi, je salue cette mesure, personnellement, parce que je ne vois pas en quoi les partis politiques sont plus importants que d'autres associations qui mériteraient d'avoir plus de budget Ce sont que les groupements autres. politiques qui travaillent à la démocratie, voilà, la vie de la ils nation. contribuent à la démocratie, mais laissez-moi vous dire que même ce travail que nous faisons ici, nous sommes la presse, nous contribuons aussi à la démocratie du pays, mais nous n'avons aucun financement. Non, il y a un fonds de financement là pour la presse, je crois. Non, oui, mais à hauteur de combien de francs CFA? Quand on connaît un peu l'impact et l'importance et l'enjeu de la presse pour l'ancrage de la démocratie dans un pays, je pense que tout aussi, la presse est en droit de réclamer un peu plus. Mais, moi, j'estime pour ma part que c'est une mesure salutaire, honnêtement, parce que même si c'est vrai que les partis politiques ont besoin quand même pour le bon fonctionnement de l'État d'avoir un petit appui, mais j'estimais pour ma part que c'était quand même raisonnable qu'on descende un peu cette manne. Parce qu'à la réalité, moi, j'estime qu'ils sont financés sur les fonds publics. Dès cet instant, leur contribution devrait être de nature à séréniser et à sécuriser l'État, à faire de sorte qu'il y ait une sérénité dans l'État. Mais est-ce que ça a été leur but? Exemple, Élisée Boloube. Mais il faudrait que les joutes électorales, il faudrait que tout ce que les partis politiques posent comme action soit de nature à apporter la quiétude aux citoyens qui, eux, prennent leur argent pour financer ces partis-là. Mais de vous à moi, quand on fait le bilan sur ces différentes années, est-ce que les partis ont joué ce rôle? Au contraire, ils ont mis les populations dans des situations délicates, dans des situations infructueuses. Donc vous estimez que réduire pour vous, c'est normal? Oui, mais c'est normal qu'on réduise ici, parce que c'est d'autant plus que leur contribution, comme je le dis en réalité, à l'assise ou bien au bien-être des populations, n'ont pas été aussi importantes qu'on peut le croire. Bien au contraire, elles ont contribué dans leur prise de position et par leur... Ils ont contribué, c'est les partis politiques, par leur prise de position et par leurs actions sur le terrain à créer une certaine torpeur au sein de la population, à mettre la population dans des situations souvent délicates. Donc aujourd'hui, que l'État décide ou que le gouvernement décide, je suppose même que justement c'est après réflexion, avec le retour qu'on a de la population, qu'une telle décision est prise. Merci. On ne peut pas contribuer à donner beaucoup d'argent à des gens qui en réalité devaient animer la vie politique et permettre à la société de mieux fonctionner, si ceux-ci, plutôt que de le faire, font autre chose qui est de nature à mettre les populations dans des situations d'angoisse. Moi, je trouve que c'est une disposition qui est à saluer. Une bonne décision qui est à saluer. Vous entendez Barry, vous entendez Élisée Boloube qui estime qu'il est bon de faire maigrir justement la manne parce que voilà, ces partis-là, au lieu de crier à la paix, à la sérénité des populations, ont plutôt créé des situations de crise, des tensions. Et voilà, ils créent des tensions alors que c'est eux qui contribuent en réalité à ce que ces partis-là vivent. Comment est-ce que vous appréciez tout ceci, Alain Toussaint? Je pense que ce n'est pas le rôle de l'État de donner le coup de bâton à des partis politiques en les privant de subventions. Subventionner les partis politiques, tout comme les associations d'ailleurs qui œuvrent dans le social, c'est d'une part soutenir la démocratie et d'autre part aussi soutenir le monde associatif. Donc selon vous, il ne fallait pas réduire? Non, il faut trouver un mode de financement. Mais dans tous les cas, les partis politiques aussi doivent pouvoir compter sur l'apport de leurs militants, s'ils en ont. Ça devrait être la première source de financement. Oui, parce qu'ils ont des supporters. Après, on verra les conditions, ils ont des supporters, mais ils ont rarement des militants qui cotisent. C'est cela le président. Ils ont des militants. Non, ils ont des militants, mais qui ne cotisent pas. Or, un militant, c'est celui qui vous savez qu'il milite. Ne cotise pas, On le voit, sinon il n'aurait pas demandé l'amende de l'État. Voilà. Si vous demandez à des partis politiques de Côte d'Ivoire de vous sortir un fichier de militants ainsi que ajout de leur cotisation. Ajout de leur cotisation, vous verrez bien, non, mais c'est bien qu'ils complètent. Ça veut dire qu'on est en phase. Ajout de leur cotisation, vous verrez bien que l'apport de l'État peut s'avérer utile. Non, je pense qu'il faut trouver un mode de financement de notre démocratie, ce qui éviterait de l'exposer ou d'exposer les hommes politiques à des lobbies, notamment qui ouvrent la porte à la corruption et au détournement de l'objet public à des intérêts privés. Très bien. Donc, pour bien vous comprendre, les lobbies
dont Barry parlait serait plutôt dangereux, puisque ces lobbies-là seraient des lobbies d'influence, pourquoi pas? Oui, des lobbies pression. d'influence. D'ailleurs, on le voit bien récemment, on nous dit qu'il y a une marque de boisson énergisante qui a été interdite. J'imagine que c'est le fruit de lobbyistes de la bière, par exemple. Voilà. Non, mais on n'en sait rien pour l'instant. On n'en sait rien, mais il faut se renseigner. Vous savez, il y a des décisions qui sont prises par les politiques aussi sous la pression de groupes d'intérêt. Et le rôle de l'État, c'est de protéger la démocratie. Ça a un coût, la démocratie a un coût, et il lui appartient de financer les organisations politiques en fonction de leur importance, c'est-à-dire en fonction de leur représentativité dans notre Parlement. Très bien. Élysée. Non, il faut que je complète les propos d'Alain en revenant sur mes propos. Oui. Vous voulez changer d'avis? Non, je ne change pas d'avis. Il est important de financer les partis politiques. Ça, on n'en discute pas. Alain estime qu'il faut le faire. Oui, je suis d'accord avec le fait qu'Alain le dise. Mais en même temps, je pense aussi qu'il est bien qu'on ne se limite pas juste à un financement, mais que ce financement-là soit structuré dans des objectifs. Moi, je pense que c'est aussi important. Si un parti politique contribue à créer un environnement délétère, à aller à l'encontre de la sérénité des populations et des citoyens qui, eux, contribuent à son financement, quelque part aussi, il faut que quelque chose soit fait. Donc, je veux que ce financement, d'accord, il soit fait, mais que les critères ne restent pas juste au niveau de l'aspect politique, mais qu'on voie aussi l'impact de ce parti-là sur la vie de la nation. C'est aussi important. Donc, on le voit, excusez-moi, mais on le voit au moment des élections. Oui. Parce que la récompense, c'est par le nombre d'électeurs. Puisque justement, on en vient aux conditions. Le financement est donné au prorata de la représentativité au Parlement. On en vient aux conditions. Alors, pour les conditions, justement, pour avoir cette manne, fut-elle rétrécie? Alors, aujourd'hui, ce sont les taxes qui vont les financer. Qui aura droit à ce financement-là? Bon, il faut dire que la loi fixe 3 conditionnalités. Et aussi dans quelle mesure? Oui, 3 conditionnalités. Il faut, le financement est fait à partir du suffrage obtenu par les partis politiques. Exemple, on va prendre des exemples pour que les populations comprennent. Lors des compétitions législatives. Par exemple, lors de l'élection des députés et des sénateurs, il faudrait avoir au minimum 10% des suffrages exprimés. Ensuite, il faut avoir un certain nombre de sièges. C'est-à-dire qu'il faut avoir des députés et il faut avoir des sénateurs. Et donc, le financement sera fait en fonction du nombre de sénateurs et de députés que vous aurez. Et 3e condition, c'est le financement des groupes parlementaires. Et donc, le parti qui a un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat aura un financement. Il faut rappeler à toutes fins utiles pour vos téléspectateurs que pour avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat, il faut avoir au moins 8 députés ou 8 sénateurs. À l'observation, si à l'Assemblée nationale, on peut avoir plusieurs groupes parlementaires, mais au Sénat, à l'heure actuelle, nous aurons certainement, ou bien nous avons un seul groupe parlementaire. Alors, comment est-ce que vous jugez, enfin je reste avec vous, comment est-ce que vous appréciez cette décision-là? Oui, je pense que cette décision, contrairement à Élysée, ne favorise pas la démocratie. Ça ne favorise pas la démocratie. Oui, pourquoi on finance les partis politiques? Parce que l'article 25 de la Constitution est clair. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, mais surtout à la formation politique des populations. Tout à fait. Donc on leur donne cet argent pour former leurs militants. Mais là où je partage un peu l'avis d'Élysée, c'est qu'il y a donc une obligation de résultat qui malheureusement n'est pas atteinte parce que la démocratie vise 2 objectifs. La paix, donc la quiétude, et surtout la prospérité des populations. Est-ce que ces 2 objectifs sont atteints depuis une trentaine d'années par nos partis politiques? La réponse est malaisée. Mais par contre, je pense qu'il fallait plutôt doubler ces financements pour leur permettre de mieux encadrer leurs militants et surtout leurs élus. Parce qu'un parti politique... Ils ne vivent que de ça, de ce financement-là? Non, pas forcément ça, mais comme on l'a dit tout à l'heure, Alain, nous sommes dans des pays où les militants n'ont pas la culture de la cotisation. Vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui au PDCI-RDA. On demande par exemple aux candidats de donner un apport de 20 millions pour l'organisation de choses. On demande qu'on ait quelqu'un qui a une assise financière, mais c'est parce que les militants ne participent pas à la vie du parti sur le plan financier. Ce qui pousserait donc les militants justement à le faire avec cette nouvelle mesure. Évidemment, il appartient maintenant aux partis politiques de s'organiser dans le sens du management pour pouvoir permettre d'avoir beaucoup d'entrées financières. Élysée et ensuite Barry. Je vais rebondir vraiment sur ce que Geoffroy a dit,
Parce que je trouve qu'il y a un peu une contradiction. Geoffroy dit quelque chose qui est fondamental. Ça veut dire que les partis politiques qui reçoivent la manne de l'État doivent être en mesure, quelque part aussi, en contrepartie, de pouvoir répondre à l'objectif. Et l'un de ces objectifs-là, c'est déjà la paix, la quiétude et puis la prospérité. Mais si tant est que nous tous sur ce plateau, on est unanimes à reconnaître que depuis 3 décennies, ces objectifs ne sont pas atteints par les partis politiques, pourquoi on devrait augmenter la manne? Parce que l'une des raisons pour lesquelles on augmente la manne, il faut bien qu'ils forment les militants. Et former ces militants-là, ça doit amener ces militants à avoir une certaine assise et ne pas avoir un comportement déviant. Nous sommes dans un cadre où la manne n'est pas augmentée, au contraire, elle a maigri. Oui, mais dans son discours, il a dit que lui, il pense en réalité que cette manne-là devait être doublée. C'est là que je dis, mais si nous, on est tous convaincus et d'accord sur le fait que les objectifs qui leur sont assignés ne sont pas atteints. Selon vous? Mais sous la base de quoi on doit augmenter la manne? Bien au contraire, on doit la réduire encore davantage. Parce que ça veut dire que ce pourquoi on leur donne les moyens ne sont pas faits. Permettez, et c'est là justement que j'estime qu'il y a un peu une contradiction. On va revenir à Barry rapidement et on passe à aller à M. Kouao. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que les deux aînés ont dit. Je pense que les partis politiques, on doit les financer. C'est vrai qu'on a des critiques à émettre, on a des griefs à relever, mais la consolidation de la démocratie... On est d'accord, mais à quelle hauteur Non, je veux dire que la consolidation de la démocratie dépend des institutions. Et si les institutions sont fragiles, les individus prendront plus de pouvoir et on assistera à un écrasement institutionnel. Et ce qui n'est pas souhaitable. On est dans un système social que nous connaissons tous. La culture du militantisme politique, il est beaucoup plus sensationnel qu'idéologique. C'est-à-dire que les gens peuvent suivre quelqu'un parce qu'ils l'aiment, là, on l'applaudit. Tout à l'heure, Alain a dit qu'ils ont des supporters mais non pas des militants. En fait, combien ont leur carte des militants? Donc les partis politiques, quand ils n'ont pas d'argent, ils se retrouvent dans une sorte de fragilité. Et ce qui n'est pas souhaitable, parce que la fragilité entraîne la destruction. Et moins tu auras de partis politiques, moins la démocratie sera construite. Parce qu'on retournera vers un système à parti unique. Déjà, moi, j'ai des inquiétudes même par rapport à par rapport aux conditionnalités là. Parce que tout à l'heure, le professeur Kouao l'a dit, au Sénat, on a un seul groupement parlementaire. Justement, j'allais arriver à l'Assemblée nationale, on a combien de groupes parlementaires? Il y a combien de partis politiques? Donc, il y a beaucoup de partis qui risquent de ne même pas avoir ces financements parce qu'ils ne seront pas en mesure d'avoir des élus aux législatifs. Alors, Alain, vous allez terminer les grands partis, en fait. Justement, alors, M. Kouao, au Sénat, on a un seul groupe. À l'Assemblée, on a quelques, voilà, on va dire 1, 2, 3, voilà, groupes. Mais ce n'est pas leur faute si les autres n'ont pas pu avoir des postes et aussi constituer leur groupe. Donc, ce sont ceux-là qui bénéficieront de cette manne-là. Oui, évidemment, évidemment. Ce qui pourrait créer le fossé au niveau de la compétition électorale, au profit, évidemment, de ceux qui ont des groupes parlementaires. Et qui ont travaillé pour l'avoir. Oui, évidemment, qui ont travaillé pour l'avoir. Mais vous savez, la démocratie, elle est belle lorsqu'elle est concurrentielle, lorsqu'elle est plurielle. Donc, il faut faire une sorte de discrimination positive. C'est pour cela que je pense qu'au-delà de ces conditionnalités, il faut peut-être voir d'autres conditionnalités. C'est-à-dire, à partir du moment où on est un parti politique et qu'on a un siège, par exemple, et qu'on a, par exemple, 2000 ou 3000 militants, on devrait pouvoir bénéficier de la subvention de l'État pour pouvoir s'implanter, pour pouvoir aller à la recherche, à la rencontre de d'autres militants. Parce que ce que Élisée dit est intellectuellement séduisant. Cependant, s'ils n'ont pas atteint leur objectif, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc, maintenant, il faut leur donner les moyens pour pouvoir atteindre. Dans tous les cas de figure, il y a un contrôle qui est fait par la Cour des comptes. En cas de mauvaise gestion de cette manne financière à eux donnée par l'État, il y a une sanction, voire même des suspensions. Et donc, je pense que pour consolider la démocratie, il faut revoir les choses dans un sens plus libéral. Parce que tel que présenté, le parti au pouvoir aura la grande manne. Regardez les derniers financements. Le RHDP a eu presque la moitié de financement. Mais ils ont travaillé pour l'avoir. Oui, ils ont travaillé pour l'avoir. Ils ont travaillé pour l'avoir, mais il faut créer un équilibre. Parce que, vous voyez, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'égalité, il y a ce qu'on appelle l'équité. Tout à fait. Voilà. La démocratie, c'est d'abord l'équité. Parce que si, par exemple, moi, je crée tout à l'heure, aujourd'hui, mon parti, évidemment, je ne suis pas sur le même pied d'égalité que le RHDP, le PPACI ou les autres. Vous voyez, comment atteindre cet objectif de paix et de prospérité? Il me faut aller sur le terrain, il me faut des moyens. Donc, il faut une discrimination positive, n'est-ce pas, à ma faveur pour me permettre de me projeter politiquement. Donc, je pense qu'il y a matière à réflexion. Il faut protéger la démocratie. Et Élisée a raison, certes, ils n'ont pas pu atteindre les choses, mais il faut protéger la démocratie. Et j'ai fait même, au-delà même des financements,
je fais une autre proposition qui va apparaître dans mon prochain livre, va apparaître en janvier. C'est par exemple de créer une sorte d'immunité politique pour les principaux animateurs de la scène politique nationale, pour leur permettre vraiment de pouvoir se déployer intellectuellement sur la scène politique. Alors justement, Alain, je vous regardais sourire lorsque les autres avaient la parole. Monsieur Kowo a parlé d'une discrimination positive pour aider les petits partis. Celui qui a le parti Tartampion ou le parti, je ne sais pas moi, la montagne d'ici, pourrait aussi bénéficier... pourrait aussi bénéficier de quelque chose pour aller justement à la conquête des militants. Mais est-ce qu'il serait juste pour un parti qui a des militants, mais qui n'a personne à l'Assemblée? Parce que c'est ça aussi, si vous n'avez pas votre voix à apporter à la démocratie, devriez-vous justement être considéré? Comment est-ce que vous appréciez tout ceci? Je partage le point de vue de Geoffroy parce qu'effectivement, je pense que la loi elle est intéressante, mais elle a un peu confondu l'équité et l'égalité. Vous voyez, et je pense que l'équité, c'est de faire en sorte que les organisations qui sont présentes sur l'échiquier politique puissent bénéficier de la manne de l'État. Et puis, ce n'est pas grand-chose d'ailleurs. Quand on se rapporte au budget de 2022, les recettes fiscales s'estiment environ à 3 100 milliards. Donc, le millième, ça fait à peine 3 milliards. Donc, 3 milliards repartis entre l'ogre, RHDP et les petits poussins PDCI et FPI, vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose. Je pense qu'on peut partir, pardon, PPACI et FPI et autres, on pourrait partir sur un principe de forfait. La plus puissante obtiendrait un forfait, parce que c'était l'esprit de la loi en 2004, quand Laurent Gbagbo l'a fait adopter par l'Assemblée nationale, s'inspirant d'ailleurs d'une loi de 99 sous le président Bédier. Donc il faut financer, mais à hauteur quand même de ce que ces partis-là peuvent espérer. Parce qu'il faut renforcer ses capacités, se doter d'un siège. Quels sont les partis politiques qui ont réellement un vrai siège? Il n'y a pas longtemps que le RHDP a entrepris des travaux de son siège rue Le Pic. Vous voyez, après quand même 12 années de gouvernance, le PDCI, c'est le seul qui est vraiment doté d'infrastructures, j'allais même dire. Le FPI, voilà, le PPACI, c'est un peu nouveau, etc. Et donc, les autres partis mitoyens également. Voilà, exactement. Même le parti de M. Gueudreau, le Parti communiste, qui est l'un des plus anciens partis du pays, je ne sais même pas s'il a un siège, mais lui devrait aussi bénéficier de subventions parce qu'il contribue à l'expression de la démocratie. Et puis la formation des militants. Mais pour former des militants, il faut des experts, des spécialistes comme Geoffroy qui viendraient pour leur donner des cours sur la démocratie, mais ça coûte de l'argent tout ça. Donc je pense que c'est bien. Mais il faut aller plus loin en ayant à l'esprit l'équité. Voilà, l'égalité, ok, c'est intéressant, mais l'équité, ce serait bien que l'État puisse supporter tous ceux qui sont sur l'espace public. Merci, messieurs. Nous allons donc fermer cette première page d'actualité nationale et ouvrir une autre. Regardons cet entretien qui s'est passé hier, mardi, du côté de Paris, du côté de la France, à l'Élysée. Le chef de l'État donc reçu en audience. Agnès Toussaint, pour vous, quels seraient les enjeux d'une telle rencontre? C'est un peu une visite de routine, puisque le président Ouattara, je pense que 2 ou 3 fois par an, va à l'Élysée rencontrer le chef de l'État français, Emmanuel Macron, dans un contexte quand même assez particulier, où 3 enfants terribles de la France-Afrique ont renvoyé les soldats français chez eux, et la Côte d'Ivoire, en plus du Sénégal, reste un peu la dernière poche, en tout cas le dernier angle du carré qui reste encore attaché à la France. Voilà, fidèle à la France, je pense qu'on parlait de coopération, de lutte contre le djihadisme, et je suppose aussi des 3 enfants terribles de la France-Afrique, et comment maintenir la stabilité de la sous-région, en dépit quand même de toutes ces divisions auxquelles on assiste. Alors, M. Kowo, je terminerai ce point avec vous. Barry, comment justement appréciez-vous cette visite-là, les enjeux selon vous? Moi, je pense que c'est une visite qui consiste à renforcer naturellement les liens entre Paris et Abidjan. Comme il l'a dit, Abidjan et Dakar sont les derniers pôles qui sont vraiment en harmonie avec la France dans la zone d'Afrique francophone en fait. Donc le président, il a une trajectoire, il a quitté Riyad, Berlin et il se retrouve à Paris. Je note aussi que c'est une dynamique de multilatéralité au niveau de la diplomatie. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'est plus comme à l'époque des blocs Est-Ouest où c'était seulement le partenaire français. L'État ivoirien parle à d'autres partenaires. Le sommet Arabie Saoudite-Afrique est un exemple d'illustration.
Il a été à Berlin, le président Ouattara, c'est un autre exemple. La Chine, on sait ce qu'elle fait en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire décide aussi de maintenir sans complexe ses relations avec Paris. Et je pense que chaque État a ses intérêts. Le Mali, le Burkina et le Niger, pour emboîter le pas à Alain, ont décidé de choisir d'autres options. C'est leurs intérêts, c'est eux qui décident de ce qu'ils doivent faire sur le plan diplomatique. Mais n'empêche que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et d'autres pays africains aussi coopèrent avec la France. Je vous rappelle que l'Afrique du Sud, ses échanges commerciaux avec la France tournent autour de 5 milliards d'euros, ce qui est quand même très important. Bien sûr. Mais je pense que le contexte aussi, il faut le prendre en compte. C'est un contexte où la France est décrite, entre griffes pour emprunter un mot à un aîné, comme une puissance lufuge. Bon, on ne va pas arriver jusque-là. Élysée, votre regard sur justement cette rencontre, dans ce contexte, comme Alain le disait, où la Côte d'Ivoire et le Sénégal restent quelque peu les derniers carrés qui sont favorables, en tout cas, à tout ce qui est partenariat et intérêt français. Oui, je pense que cette analyse-là, l'analyse judicieuse, il suffit juste de faire la revue de presse française ce matin pour avoir un peu tout ce qui a été au menu des échanges. Bien évidemment, fallait s'en douter. Il a été question des relations bilatérales entre la France et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nul n'est sans ignorer que la Côte d'Ivoire représente aujourd'hui pour la France, je dis, le partenaire le plus privilégié de la zone, en tout cas ouest africaine francophone. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est ce allié-là le plus solide et le plus sûr, surtout qu'il y a certains qui ont décidé de prendre de nouveaux amarres. Donc aujourd'hui, pour Paris, c'est important vraiment que cette relation-là se consolide davantage. Donc il a été question des relations bilatérales, mais à côté de ça, il a été question de la situation qui se passe dans la région, notamment avec tout ce qu'il y a au Sahel, qui reste un véritable défi et qui forcément peut avoir des répercussions, des impacts même sur ce pays-là qui semble être aujourd'hui celui-là qui est beaucoup plus stable, autour duquel tout le monde doit se mobiliser. Donc il était important aussi de voir comment les deux partenaires pouvaient travailler à maintenir encore cette stabilité qui semble être un peu comme une oasis dans le désert, dans tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment précis-là. Donc les deux ont évoqué la question, mais je crois aussi qu'il était question quand j'ai lu la presse française, de la question du Niger, qui a été évoquée, où le président français a demandé, encore insisté, pour que le président Bazoum soit libéré. Voilà, auprès de la junte, pour que le président Bazoum soit libéré, il a demandé que cela soit fait, parce qu'il estime quand même que ce n'est pas normal que jusque-là, le président Bazoum soit retenu. Donc, en somme, comme je peux le dire, comme les autres l'ont dit, il était question effectivement de parler de la situation dans la région, la situation sécuritaire. Et du renforcement des liens. Des liens bilatéraux. Merci, Élysée. Alors, votre lecture est très attendue, M. Kouarou. Merci. Élysée, il nous rapporte qu'il y a eu donc des échanges sur la question sécuritaire, la question du Niger. Est-ce que, selon vous, il y aurait eu peut-être d'autres points à l'agenda de cette rencontre? Oui, évidemment. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que cette rencontre entre Alassane Ouattara et Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron s'inscrit dans une constante de la politique entre la Côte d'Ivoire et la France depuis De Gaulle, en passant par Pompidou, jusqu'à Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et aujourd'hui Macron. Et les différents chefs d'État ivoiriens, Houphouët Boigny, Henri Konan Bédié, même le général Gueye, Laurent Gbagbo et autres, ont toujours pris la route de Paris en cas de besoin. La Côte d'Ivoire, c'est le bon élève de la France-Afrique. Et aujourd'hui, le leadership de la Côte d'Ivoire est extrêmement scruté depuis Paris par rapport à l'actualité, au contexte sous-régional. Et il faut redonner à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, cette place centrale en termes géopolitiques. Et je pense que sous le leadership du président Ouattara, la Côte d'Ivoire est en train de retrouver cette place de leader diplomatique et surtout politique. Et donc, il est important pour la France qui est en train de perdre, comme le disait tout à l'heure Alain, les 3 enfants terribles, et surtout après la victoire de l'armée malienne aidée par la milice Wagner à Kidal. On voit que les lignes bougent, les alliances géopolitiques également, et comment faire pour que la France, n'est-ce pas, occupe de nouveau une place importante dans cette zone francophone. Et donc, c'est une très bonne chose. Et j'ai beaucoup aimé l'analyse des uns et des autres parce que, in fine, chaque pays défend ses intérêts. Et les intérêts de la Côte d'Ivoire, c'est pour l'instant avec la France, parce que la France nous permet d'anticiper dans la lutte contre le djihadisme. Vous voyez, après les attaques de Bassam et quelques escarmouches au niveau du septentrion ivoirien, la Côte d'Ivoire
anticiper avec une bonne organisation militaire, mais surtout un dispositif social et économique. Par exemple, la construction de l'université de Bandoukou. Exactement, et d'autres projets aussi via le ministère de la Jeunesse. Avec la France et la Côte d'Ivoire, une très bonne lecture de la lutte contre le terrorisme, mais aussi d'une politique économique et sociale des plus hardies. Très bien. Alors, messieurs, intéressons-nous à notre voisin, le Libéria. Alors, George Weah qui danse après sa défaite, il a donc reconnu sa défaite et a félicité son adversaire, George Bouaké, après une course très serrée. Juste après ce grand geste démocratique, les capitales occidentales l'ont félicité. Devient-il comme un exemple de démocratie en Afrique? Je commencerai par vous, Barry. Votre regard sur cette actualité? Bon, je pense que George Weah, vous voyez, on est dans des situations politiques où ce qui est normal devient exceptionnel parce que la plupart de nos États, ce n'est pas tout le monde qui reconnaît qu'on a perdu une élection. C'est faire preuve de grandeur. Et la danse résume en tout. Et là, justement, je ne sais pas si Maï, on peut le voir, voilà, le président George Weah qui danse après sa défaite. Non, voilà, donc après le pouvoir, il y a une autre vie. Je veux dire... Pendant la campagne. Pendant la campagne, mais après le pouvoir, il y a une autre vie, en fait. Voilà. Et puis, il faut noter que le président Weah, il s'est illustré 3 fois en moins de 15 ans. En 2005, il accepte la défaite, alors qu'il aurait pu la contester, mais il accepte sa défaite. C'était serré, 49 pour 150. On sait en Afrique ici que certains partis politiques préfèrent être dans la délation, on dit qu'ils n'ont pas perdu, on les a trichés. Mais lui a décidé d'accepter sa défaite. Il est revenu au pouvoir par la voie des urnes. Et là, il perd. Et une troisième fois, il décide de rentrer dans l'histoire politique de son pays. Je pense que c'est des initiatives à encourager. Il faut que nos chefs d'État acceptent ils acceptent le verdict électoral. Là, alors, après le pouvoir, il y a une vie. Très bien. Alain Toussaint, notre ballon d'or africain, fait-il là preuve de notre ballon d'or démocratique? Oui, je vais emprunter l'expression à Élysée, puisqu'il a dit, après avoir été ballon d'or, il est ballon d'or de la démocratie. Bon, écoutez, il a perdu après quand même une bataille serrée. Oui, bataille serrée, mais aussi une gouvernance chahutée par la mauvaise gouvernance. Voilà, sur le terrain de la corruption, la lutte contre la pauvreté et... Je pense mais les populations l'ont quand même suivi parce que c'était quand même serré, Alain. Oui, parce qu'il représente quand même un camp et cela montre d'ailleurs que le président élu devra s'atteler à ce qu'on est convenu d'appeler ici la réconciliation. Parce que bon, ceux qui soutenaient George Weah, effectivement, l'ont soutenu jusqu'au bout en dépit d'un bilan un peu mitigé. Voilà, c'est vrai qu'il a reconnu sa défaite, il a félicité son adversaire. Comment justement vous jugez cela, le fait qu'il ait reconnu, avant même que les résultats définitifs soient donnés, oui. Il a reconnu la défaite, oui. Il a félicité l'adversaire. Comme Barry l'a dit, c'est tellement exceptionnel que voilà, ce qui devait être naturel, normal devient exceptionnel. Voilà, est salué parce qu'effectivement, sous nos tropiques, on l'a connu en Côte d'Ivoire, où on n'a jamais eu de passation de pouvoir d'ailleurs. D'un président à un autre. Donc, effectivement, quand ça se passe chez le voisin, on applaudit et je pense qu'il faut encourager cet esprit démocratique. Monsieur Kouaou, analyse. Oui, c'est Friedrich Ebert qui disait que pour construire une démocratie, il faut des démocrates. À l'évidence, nous avons des démocrates au Libéria. Le geste est beau, il est magnifique. Comme sur le terrain, oui, à l'époque. Oui, comme sur le terrain. Il concilie ici la politique à l'art. C'est d'une extrême beauté. Mais en même temps, c'est une constante de l'espace anglophone au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria, depuis près de 20 ans, est dans une constante démocratique. La transition avec des transitions, des alternances politiques réussies. Le Ghana également. Et on voit même la Sierra Leone et la Gambie qui sont sur la voie. Et donc, il y a un modèle anglophone qui est en train de naître. Mais chez les francophones, c'est plutôt... Bon, chez les francophones, c'est encore la transition démocratique. Mais parce que, comme je l'ai dit, il faut des démocrates. Il faut des démocrates. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, quand on parlait des financements des partis politiques, je disais qu'il fallait revoir ça à la hausse, parce qu'il faut de la formation. Là, George Weah a fait preuve de maturité politique. Certes, il n'a pas réussi son mandat, comme l'a dit tout à l'heure Alain. Voilà, le taux de pauvreté est élevé, le taux de chômage des jeunes, l'absence d'infrastructures sociales, économiques, l'insécurité, la corruption, etc. Ce qui lui a valu, il y a eu une sanction, la défaite. Mais il n'a pas réussi son mandat.
son sesténat, mais il a réussi sa sortie. C'est cela. Et c'est ce qu'on retiendra de lui. Et là, il rentre dans le panthéon d'une catégorie d'hommes politiques en voie de disparition en Afrique de l'Ouest. Exceptionnel. Et c'est sur ces mots, en tout cas, que nous allons vous remercier. Merci beaucoup, M. Kouao. On a été très, très heureux de vous avoir aujourd'hui pour donner votre analyse voilà, très raffinée sur ces différents points. Merci infiniment. Vous cédez votre place à M. Tapé Jackson Parfait, président de la Fédération ivoirienne de MMA. Nous avons donc en Côte d'Ivoire dans la présence effective de Francis Ngannou, voilà, qui est aujourd'hui une icône, qui représente autant de valeurs, beaucoup de valeurs africaines en tout cas. Merci, Président, d'être là. Merci à vous. Comment allez-vous? Bienvenue. Ça va, merci. Alors, parlez-nous un peu définissez-nous le MMA. Alors, le MMA, en français facile, c'est le mix martial art. L'art martial mix en français. Et c'est un sport de combat qui régit et qui regroupe en son ensemble plusieurs disciplines, allant du judo à la boxe thaï, en passant par la lutte. C'est un sport qui est pratiqué dans une cage, dans une cage en forme d'octogone. Voilà un peu. Paris. Alors, Président, quel est le niveau de la pratique du MMA en Côte d'Ivoire? Écoutez, il y a 5 ans de cela, quand on a commencé en 2018, le niveau était vraiment bas, mais il y avait des combattants qui arrivaient à pratiquer ce sport dans d'autres pays et qui rentraient chez eux tranquillement. Et moi, quand j'ai commencé à fonder l'AFC, qui est une organisation privée, et après j'ai fondé AFC qui veut dire? AFC, c'est Artemi Fighting Championship. OK. Elle est chargée de pouvoir organiser des combats internationaux de différents pays. Donc on ramenait les Brésiliens, les Français, les Russes, un peu de différents continents. Okay. Et après, on a voulu se recentrer sur la Côte d'Ivoire, sur les athlètes ivoiriens. Et on en a trouvé plusieurs, comme je l'ai dit, qui venaient de la lutte, de la boxe thaï, de la boxe anglaise, du judo. Donc c'était plus facile pour nous de pouvoir organiser localement que de ramener d'autres personnes. Mais moi, je voudrais revenir un peu sur ce championnat-là, hein, ce que vous avez appelé le championnat de l'intégration africaine de Dream. Oui. Voilà, qui doit s'ouvrir. Est-ce qu'il a déjà démarré? S'il a déjà démarré, quels sont les acteurs et où nous en sommes aujourd'hui? Alors, disons, c'est une nouvelle idée créée. Notre idée, c'est quoi? C'est de ramener toutes les fédérations et toutes les organisations de MMA sur le sol ivoirien, une fois par année. Cette fois-ci, comme c'est l'ouverture, on l'a fait en une soirée. Mais dans les années prochaines, ils vont se faire plus ou moins en une semaine. C'est-à-dire un samedi, il finit l'autre samedi. Donc l'idée, c'est ça. C'est une histoire de comme la CAN du MMA sur le territoire ivoirien. Une fois chaque année. Donc pour cette année, ça aura lieu le samedi prochain, c'est ça? Samedi prochain, avec en la présence de Francis Ngannou. Voilà, qui est plus ou moins l'invité d'honneur. Alain? Alors tout à l'heure, Christelle parlait du niveau d'implantation du MMA. Alors, oui. Est-ce qu'on a le nombre de pratiquants, une idée en termes de statistiques? On en a beaucoup, mais il y a certains qui n'ont pas de bon niveau, qu'on essaye d'améliorer d'abord, avant de les présenter aux yeux de tout le monde. Mais on en a pas mal quand même. On a environ 82 qui sont étendus un peu partout. Il y a Bengo, Boaké, Yamsoko. Niveau Korogo, amateur, en fait. Niveau amateur. D'accord. Mais qui sont dans d'autres disciplines qui sont des professionnels. Ah, d'accord. Voilà, c'est des champions dans d'autres professionnels. On a chez nous, par exemple, des champions intercontinentaux, champions d'Afrique de boxe thaï, etc. Là, c'est un mix vraiment de plusieurs. Voilà, c'est un mix. Est-ce que vous avez des infrastructures ou alors vous servez déjà, par exemple, du parc des sports ou du palais des sports pour pratiquer le... On n'a pas d'infrastructure personnelle. On utilise des infrastructures que notre État nous met à disposition. Donc le palais des sports, en fait. Voilà, le parc des sports. Et CSTKO quand on le faisait avant, mais pour cette édition, ça sera au parc des sports de Treichville. Très bien. Élysée? Moi, je veux juste savoir, est-ce que vous voulez transformer, disons, ce championnat-là, ou bien prendre le prétexte de ce championnat pour mettre une fédération en bonne et due forme en Côte d'Ivoire? Est-ce que cette fédération existe ici? Écoutez, cette fédération, elle existe depuis fin 2019. Fin 2019, aujourd'hui, ça fait 4 ans. 4 Mais ans, elle semble être vraiment muette. Hein?
Peut-être que c'est vous qui le pensez, mais nous, on a fait ce qu'on pouvait. Vous comprenez un peu? Ok, d'accord. À la RTI, on est passé plusieurs fois à la RTI. On a fait en fonction de nos moyens, sans financement extérieur. C'est des financements Aujourd'hui, est-ce qu'il y a privés. justement, par rapport à la question d'Élysée, est-ce que vous avez des pistes de financement qui pourraient vous aider? Pas vraiment, mais on espère qu'au sorti de cet événement, les gens vraiment découvriront ce que c'est que le MMA et ils verront qu'il y a vraiment du contenu pour pouvoir diffuser. Barry? Comment se passe le recrutement des athlètes sur le plan local et quel type de formateurs ils ont? Est-ce que c'est seulement les formateurs locaux qui sont en Côte d'Ivoire ou bien il y a d'autres pratiquants de l'étranger qui viennent vous aider dans le cadre de la formation des athlètes? Alors, pour l'instant, normalement, nous sommes régis par l'IMAF, la Fédération mondiale de MMA, qui est censée nous envoyer certains formateurs pour améliorer nos formateurs, nos instructeurs sur place. Mais nous avons pas mal de formateurs. Nous avons en partenariat avec la salle de sport Eric Favre, qui ont de très bons formateurs, dont le propriétaire c'est David Coppola, qui en dispose en son sein des champions de différentes disciplines. Donc nos athlètes ont le droit de pouvoir se faire former gratuitement sur place. Donc, on leur dit seulement que voilà le lieu où vous pouvez vous vous déplacez ou vous faites former gratuitement, il n'y a pas de problème. Très bien, on a 2 minutes. Alain Toussaint, alors rapidement, moi j'ai regardé déjà des extraits de combats de MMA, je trouve un peu violents. Et donc vous allez répondre. Et sur la question du dopage, est-ce que vous avez des dispositifs pour éviter que les combattants soient dopés? Parce que là, ce serait tricher. Oui. Comment vous faites? Oui, la raison pour laquelle nous avons un médecin maison, le médecin de la fédération, qui vérifie d'abord, il y a des tests. Il y a des tests. On vérifie s'il y a le VIH, antidopage, tout. Mais l'antidopage, avant, on le faisait une semaine avant. Mais maintenant, comme on est relié directement à l'ANAC, qui est la fédération africaine, et l'IMAF, qui est la fédération mondiale, on est obligé de faire la veille. La veille. Et là encore, ils ont exigé qu'à 1h, 2h du combat, on refasse encore. De nouveaux tests. Est-ce qu'il est déjà arrivé que des combattants soient pris sur le fait? Bon. Secret professionnel, mais dites-nous, oui, c'est déjà arrivé. C'est arrivé en 2019. Ah, très bien. C'est arrivé en 2019. C'est arrivé même en 2018, quand les Brésiliens étaient sur place, où il s'est effondré pendant le combat dans la cage. Et on l'a envoyé à l'hôpital, à la PISAM, et on s'est rendu compte qu'il était dopé, il avait plein de trucs, tout. Donc, il était automatiquement Alors, il y a Bouba et Karis qui voulaient faire un octogone. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir ce combat en Côte d'Ivoire? Bien évidemment, tant que ça se passe sur nos terres, moi, je suis tout pour, quoi. Alors, Élysée a une question, je vous laisse, mais rapidement, parce qu'il y a une autre question. La toute dernière, juste savoir, est-ce qu'il y a, en Côte d'Ivoire, on a des noms qui résonnent au niveau international, dans la catégorie, dans la discipline MMA? Pas vraiment. Sincèrement, et pas vraiment. Et on a terminé. Nous, on fait l'effort. En fait, c'est notre objectif d'avoir des Francis Ngannou ivoiriens. Et à l'international, demain, ils vont aller à One Chip, à l'UFC, un peu à PFL. Et la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler dessus pour des contrats avec PFL Afrique. Très bien. Alors, il nous revient qu'il y aurait 2 fédérations de MMA. Est-ce vrai? Ah oui? Est-ce vrai? Non, c'est vous qui me l'avez Très bien, non, enfin, on me l'a rumeur. demandé, donc je pose la question. Oui. On va rappeler rapidement ce qui va se passer samedi. Alors, le samedi, comme je le dis à toute la population, à quelle heure? Ça commencera à 16h, de 16h à 23h. D'abord, le vendredi, il y a la conférence de presse à Nomotel. Et le samedi, c'est à 16h, de 16h à 23h, au Parc des Sports de Trècheville. C'est totalement gratuit. Très bien. Et pour ceux qui voudront des tickets VVIP ou VIP, ils peuvent s'en procurer sur place, moyennant un don. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on fait après les événements? Toutes les recettes sont versées directement aux combattants. Non, après les combattants, mais il y a aussi les orphelins de Gerville et de Yopougon. Voilà un peu. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes M. Tapé Jackson Parfait, président de la Fédération ivoirienne de MMA. Merci beaucoup. Merci madame. beaucoup. Merci à tous. Alors, après le journal, nous allons donc parler de ce projet du ministère de la Jeunesse. Et restez donc avec nous. À tout à l'heure.
Encore une fois, bonsoir et merci d'être avec nous après la session de l'actualité. Il est temps maintenant de laisser toute la place. Donc à Monsieur Herman Touali, bonsoir et merci d'être là. Vous êtes coordonnateur du Bureau de la coordination des programmes de l'emploi. Et Céline au ministère de la Jeunesse, bien sûr. Et Céline Gratatour, vous êtes représentant de l'Agence française de développement. Bonsoir. Merci d'être là. Et vous n'êtes pas la seule, vous êtes avec des récipiendaires qui ont bénéficié d'un programme. Ils peuvent s'applaudir un peu. Merci. Et avec nous également, nous avons quelqu'un du Lodibois. Je retrouve rapidement son nom. Voilà, Monsieur Anon Beda Gabin. Vous êtes chef coordonnateur équipe projet du Lodibois. Où est-ce qu'il est? Voilà. Et nous avons un récipiendaire qui est Monsieur Kennedy Bois, qui est le représentant des récipiendaires. Merci d'être avec nous. On prendra langue avec vous tout à l'heure. Alors, dites-nous, Monsieur Touali, de quoi s'agit-il pour le commun des Ivoiriens qui nous regardent et ceux de l'extérieur? De quoi s'agit-il? Je vais reprendre sur 2 niveaux. Hein. Allez-y. Si c'est sur le bureau de coordination, c'est une structure du ministère de la Promotion de la Jeunesse qui gère les financements des bailleurs pour l'emploi des jeunes. Très bien. En fait, lorsque vous avez la mise en place de projets, vous avez des unités de gestion de projets. Selon la thématique, vous en avez pour la justice, vous en avez pour le transport. Et nous, on gère donc les financements au niveau de l'emploi, notamment les financements Banque mondiale et Agence française de développement. Très bien. Et donc, la thématique avec vous, ça sera donc après, pour la coopération pour le développement, après les phases 1 et 2, quel impact de la phase 3, justement, sur le CD2? On va essayer de définir le CD2. D'accord. Le CD2, c'est très rapidement, vous avez le contrat de désendettement qui est un accord entre la Côte d'Ivoire et la France. Pour pouvoir financer les projets avec le retour de la dette. Et donc, dans ce cadre-là, dans le cadre du CDD, il y a un volet emploi. Et donc, les financements qui sont flashés sur le volet emploi constituent donc le projet CDD emploi des jeunes. Et nous avons la responsabilité de ce projet qui a plusieurs programmes, notamment qui adressent toutes les cibles de la jeunesse. Pour les diplômés, vous avez des stages de qualification d'entreprise à travers l'agence emploi jeunes. Vous avez également les chantiers écoles pour les jeunes peu ou pas qualifiés qui vont apprendre des métiers sur des chantiers, un peu une sorte d'apprentissage, et qui sont mis en pratique sur ces chantiers. On a également l'entrepreneuriat qui s'adresse à la fois à des jeunes diplômés ou pas, et on a les travaux à haute intensité de main-d'œuvre que tout le monde connaît. Ce sont des jeunes qu'on met dans des travaux d'utilité publique. Et enfin, dans le cas du CEDD, il y a un programme qui est assez intéressant et innovant. C'est la resocialisation. Ce sont des jeunes qu'on dit marginalisés, avec beaucoup de difficultés, rejetés quelquefois par la société, qu'on essaie de resocialiser dans des centres de services civiques qui reçoivent donc des formations civiques avec la tenue dans la société, le respect des normes de citoyenneté. Et en plus de ça, on leur donne des formations au métier et donc on essaie de les insérer. Donc voilà à peu près en gros ces programmes. Nous avons juste la gestion des financements et nous avons des conventions de mise en œuvre, par exemple pour les stages avec l'agence emploi jeunes, concernant le service civique, c'est avec l'Office du service civique national. Et tout à l'heure, vous avez parlé de Lodibois, de plus en plus, on va vers la décentralisation. On a des conventions de maîtrise d'ouvrage délégués avec des conseils régionaux pour mettre en œuvre ces projets. D'accord. Alors Barry, question? Alors, vous êtes venu avec des lauréats, naturellement, qui ont bénéficié des formations. Quels sont les secteurs concernés? Quels sont les secteurs que les lauréats y représentent? Les récipiendaires, vous voulez dire? Ici, ils sont plutôt par programme. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des bénéficiaires dont des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, parce que là, on les accompagne. Pendant qu'ils font ces travaux, ils reçoivent une indemnité d'activité et on les forme en entrepreneuriat. Donc, parmi eux, il y a certains qui montrent une petite activité. Après, vous avez des jeunes entrepreneurs qu'on a accompagnés dès le départ avec des idées projets. Donc, il y a certains qui sont là. Et il y a également des stagiaires qui ont été insérés. Donc, c'est à peu près une panoplie des programmes qu'on a mis en œuvre avec nos partenaires. On a demandé justement, à ce que ces jeunes-là soient là. J'allais justement m'intéresser à Mme Gratatour. Quel est justement l'impact de l'AFD dans ce programme, de l'Agence française de développement, dans ce programme-ci? Merci. En fait, l'AFD, on est un partenaire technique et financier. Donc, à travers le mécanisme C2D de contrat de désendettement développement, il y a eu différentes phases et différents montants financiers qui ont été consacrés à l'emploi des jeunes. Donc, avec une première phase en 2013, une deuxième en 2016, et puis là, plus récemment, avec le C2D3 emploi. Donc, nous, notre positionnement, c'est d'accompagner en fait le gouvernement
et plus particulièrement le ministère de l'Emploi et de la Jeunesse, dans l'opérationnalisation de sa politique. Et là, on parle bien sûr du PJGOUF. Oui. Donc l'enjeu, il est d'affecter en fait des moyens financiers pour accompagner la déclinaison de cette politique et l'amplification des moyens pour plus de jeunes ivoiriens. Là, nous sommes à la phase 3, hein, je dirais, du CDD, parce qu'il y a eu le premier CDD 2012, ensuite il y a eu 2016, et puis ensuite il y a eu 2021. Je suppose donc que si à chaque fois on re-signe ce contrat, c'est que c'est parce qu'on estime qu'on a en face des interlocuteurs plus ou moins crédibles. Vous qui êtes l'AFD aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les mesures, ou du moins le mécanisme mis en place qui vous a permis d'éprouver, je dirais en fait, la performance des programmes au niveau de l'État et quel est votre jugement là-dessus? Oui, merci de votre question. En fait, les résultats sont là concrètement. Vous voyez, on a eu une phase progressive, c'était 10 milliards investis la première phase, 20 milliards par la suite, et là on est passé à plus de 50 milliards. Donc c'est grâce à la performance des projets qu'on a justement amplifié les moyens financiers. La performance, elle est sur, on va dire, 3 niveaux. D'abord, le nombre, la capacité du BCPE, notamment, à atteindre les jeunes avec différents partenaires, l'Agence Emploi Jeunes, l'Office du service civique national, les conseils régionaux. Donc c'est cette capacité à enrôler et accompagner et donc à mettre en œuvre les programmes qui sont prévus. Le deuxième, c'est des indicateurs un peu d'impact. C'est-à-dire, non seulement il y a eu 50 000 jeunes accompagnés dans le cadre des premiers C2D, mais les taux d'insertion sont très bons. C'est plus de 65% des jeunes qui sont insérés sur le marché du travail. Ce sont des entrepreneurs dont les revenus ont substantiellement augmenté. Et c'est aussi des jeunes qui étaient en rupture sociale, en marginalisation, qui ont retrouvé en fait un certain espoir et donc une certaine crédibilité. Donc c'est aussi ça sur ces éléments. Et puis le troisième, c'est la perception des jeunes eux-mêmes. On voit bien en mesure, en fait, dans les projets, il y a des dispositifs de suivi et évaluation qui nous permettent de capter en fait ces indicateurs. Et les indicateurs sur la perception qu'ont les jeunes de projet sont très bonnes. Alain ? Oui, alors justement, vous parlez de perception. Est-ce que par votre intervention, vous sentez une perception nouvelle de cette relation de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire? Parce que là, vous intervenez quand même au cœur de sujets assez sensibles, la jeunesse, la santé, etc., à travers le CDD. CDD, pardon, je voulais que vous reveniez d'un mot sur la définition d'abord, que vous expliquiez déjà ce que c'est, parce que nous autres, nous pouvons comprendre, mais le commun de nos téléspectateurs peut-être ne saisit pas totalement. C'est la reconversion de la dette en un budget qui permet de financer des projets de développement. C'est exactement, je pense que je ne pourrais pas dire mieux que ce que vous avez déjà dit. C'est un mécanisme de conversion de dette. Il y a un remboursement qui est effectué, une décision en fait en termes de gouvernance partagée entre la Côte d'Ivoire et la France de réaffecter sur des secteurs de concentration. Et là, en l'occurrence, depuis 2013, il y a un effort très conséquent qui a été mis par la Côte d'Ivoire sur les secteurs sociaux. Donc, on intervient massivement sur l'éducation de base, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, l'emploi des jeunes, pour vraiment accompagner les politiques des gouvernements sur cet aspect. Oui, Élisée. Et du coup, vous sentez la perception que... Après, vous voyez, moi j'ai l'humilité, la modestie de répondre sur quelque chose qui est dans mon périmètre. Je ne peux pas répondre à la place des jeunes Ivoiriens ou encore moins du gouvernement. Mais vous avez leur retour quand même, je veux dire. Nous, on a leur retour et concrètement, on voit que les résultats sont satisfaisants. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, les taux d'insertion sont de bonne qualité, les retours sont positifs. Donc l'image en fait des projets, c'est plutôt des projets qui sont très utiles en fait. Très bien. Élisée ? Monsieur Touali, là, disons la phase 3 du CDD a démarré en 2021 et là il est en cours. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous donner le taux d'exécution du projet comparé à l'objectif? Bon, déjà, je vais apporter un petit rectificatif. La phase 3, elle n'a été signée qu'au mois de mai. Mai dernier. Oui, et donc vendredi, on va faire le lancement. Donc les activités n'ont pas démarré. Je voulais juste... Mais c'est quoi l'objectif en fait? L'objectif, cette phase 3, pourquoi on puisse suivre? D'abord, c'est 81 000 jeunes, 81 420 jeunes. Et cette fois-ci, au regard de 2 phases précédentes, on est dans un programme complet qui a 3 parties. La première partie, c'est
qui sera sous forme d'appui budgétaire, C'est ça. qui va être concentré sur le développement de l'agence emploi jeune à travers son plan stratégique. Et là, on a 30 000 jeunes à peu près qui vont être pris en charge dans les différents dispositifs de l'agence emploi jeune, avec une montée en puissance même des compétences et du dispositif même d'insertion de l'emploi jeune. La deuxième partie, je l'ai dit tout à l'heure, on a, avec l'accord du gouvernement et des différents bailleurs, mis en place la décentralisation qui permet, comme le président l'a dit dans le PND, d'avoir un impact dans les zones reculées. Et donc, avec cette phase 3 et la phase 3 de projet Banque mondiale, on couvre l'ensemble des régions. Et là, on a cette maîtrise du doigt délégué. Et dans la troisième partie de ce gros programme... Et ça, pardon, excusez-moi, ça va concerner environ combien de jeunes? 81 420. 81 000 directs. Après, il y a des bénéficiaires indirects. Et donc, la troisième partie, c'est le service civique, où on a à peu près 13 milliards de francs qui sont investis. Je voulais juste insister sur un point, sur les résultats. Au niveau du bureau de coordination, on met vraiment un point d'honneur sur les résultats qualitatifs. Bien sûr. Et donc, les chiffres qui ont été annoncés par Mme Gratatou, ce sont des chiffres qui sont issus des études. On fait des études de satisfaction à la sortie des jeunes. Par exemple, plus de 89% de nos jeunes trouvent le processus transparent. C'est un point d'honneur qu'on a mis. Et à peu près le même chiffre trouve que grâce au projet, ils ont eu des dispositifs. Et ce sont ces études-là qu'on fait par des cabinets indépendants qui ont démontré des taux d'insertion à peu près de 80, avec 8% qui sont dans des situations d'emploi occasionnelles. Donc, ces études-là nous permettent de corriger et d'avoir cette perception. Mais bien sûr, comme ça a été dit, c'est vraiment une perception sur ceux qui sont touchés par les projets. Et donc, c'est au vu de ces résultats-là qu'on arrive donc à avoir des doublements, des triplements de financement. La première phase, c'était 10 milliards. La deuxième, on était sur 21. Et là, on passe carrément sur à peu près 51 milliards de francs. Donc, c'est au vu du résultat de ce projet mené par le gouvernement. Alors, avec votre permission, j'aimerais qu'on puisse écouter un des bénéficiaires de ce projet-là. Il s'agit de M. Kennedy Bouaki. Vous êtes représentant porte-parole des récipiendaires. Alors, racontez-nous un peu. Qu'est-ce que vous avez fait comme formation? De quoi avez-vous bénéficié? Quel bénéfice? Racontez-nous un peu votre expérience. Alors, mais je tenais d'abord à dire merci. Merci au CD2 Emploi pour l'initiative. Et d'alors, j'étais stagiaire. J'ai été recruté en tant que stagiaire. Après 6 mois de stage. Stagiaire dans quelle filière? À la base, j'ai fait une formation en gestion commerciale. Et j'ai été pris en tant que stagiaire au sein d'une entreprise. Après 6 mois de stage, je suis passé en CDD. Vous avez été pris comme stagiaire via l'agence emploi via jeune. l'agence Il est emploi bon de jeune. préciser ça. Merci pour l'additif. J'étais pas via l'agence emploi jeune. Et après le stage de 6 mois, je suis passé en CDD. Après le CDD, automatiquement en CDI. Et mon dynamisme a fait que j'ai pu occuper certains postes de responsabilité jusqu'à terminer en tant que gérant de la structure qui m'a employé. Vous étiez entré comme stagiaire. Le processus a duré combien d'années, s'il te plaît? De ton stage jusqu'à ce que tu deviennes 2002, novembre 2019 jusqu'en janvier 2023. 23. Bravo. Très bien. Et ensuite, jusqu'en janvier 2023. Et après 3 mois, j'ai décidé de créer moi-même ma propre boîte. Et aujourd'hui, je suis responsable de ma propre entreprise. Alors moi, c'est intéressant ce que vous racontez. Alors, on a reçu d'autres bénéficiaires aussi de programmes, toujours via le ministère de la Jeunesse, et qui disaient qu'au départ, ils n'y croyaient pas trop. Ils pensaient que c'était juste un appât politique, c'est ce qu'il a dit. Il avait même dit que c'était politique, quand vous rentrez là-bas, on vous inscrit en même temps au parti au pouvoir. Quelle expérience vous tirez de cela? Quel conseil vous donnez aux autres? Jamais je n'ai été approché par quelconque parti politique ou bien par le parti au pouvoir. Non, non, loin de là. Donc c'est réel. C'est réel. Et pour ajouter, moi, là, l'emploi, par le biais de l'agence emploi jeune, j'ai été appelé à 3 reprises. Parce qu'à chaque fois que je postulais, par différentes entreprises, on me relançait à chaque fois. Voilà. Très bien. Alors, monsieur Toili, vous voulez faire... Je tenais vraiment à insister là-dessus parce que une des réussites des projets qu'on met en œuvre, c'est vraiment la transparence. Et je l'ai dit, la première question qu'on a dans nos enquêtes, c'est qu'est-ce que les jeunes parlent du processus de transparence.
L'autre chose par rapport au stage tout à l'heure, le taux d'insertion, pourquoi? Parce que dans notre dispositif, on essaie de mettre des critères pour favoriser l'emploi. Je prends par exemple sur le stage, lorsqu'une entreprise poste a besoin d'un stagiaire, ce qu'on fait, c'est qu'il y a tout le processus de présélection que l'agence emploi jeune met en place, mais la dernière sélection est faite par l'entreprise. Pour éviter que demain, elle nous dise, voilà. Donc c'est elle qui a les 3 CV pour un poste. L'autre chose, c'est que sur les stages, par exemple, c'est 6 mois que nous, on finance. Après, on leur dit, si vous voulez renouveler, parce que c'est une fois renouvelable, vous prenez une partie des financements. Et ça, pour éviter les effets d'aubaine. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, avec ça, ces critères-là, on donnait vraiment de l'attention. Mais je suis vraiment d'accord avec vous. On met vraiment un point d'honneur. Et ça, je pense que c'est une chance qu'on a avec le ministère et les bailleurs qui sont vraiment inscrits dans cette dynamique. Parce que nous, on a la peur au ventre. Lorsque vous faites des missions de supervision, la première question que les gens vous posent aux jeunes, comment vous avez connu le projet? Et tout de suite, les gens vous disent, voilà comment ils ont connu. Il y a un jeune qui a témoigné. Ça faisait 6 fois qu'il faisait avant les projets. Et là, cette fois-ci, bon, ça a marché. Donc, en règle générale, on a vraiment un processus qui est assez sérieux. On préfère avoir ça pour garantir un taux d'insertion important. Une dernière question avant de passer aux représentants du Lodjibois et à Alain également. Vous avez entendu parler de l'agence emploi jeune. Vous avez postulé ou c'est quelqu'un qui vous a pistonné? Bon, je suis beaucoup les médias. C'est dans les médias que j'ai appris qu'il y avait très une agence. connecté à information. Voilà. Donc, du coup, à chaque fois, je postulais via l'agence emploi jeune surtout. Via Internet, on va dire. Internet et voilà. Très bien. Alain? Voilà. Oui, alors moi, je vais plutôt parler du projet en lui-même. On sait que parfois, le débat sur l'aide au développement était lié à l'efficacité de l'aide ou de l'appui budgétaire qu'on apporte. Quels sont les outils, les instruments que votre agence met en place pour évaluer ces projets? Parce que là, mesurer, là, ce sont quand même des grosses sommes pour garantir la transparence et la bonne gestion des fonds ainsi mis au bénéfice de la Côte d'Ivoire. En fait, on a un triple mécanisme. Donc, on a d'abord un mécanisme de suivi-évaluation, c'est-à-dire au cours de la mise en œuvre en fait, des projets, de l'enrôlement à l'insertion professionnelle, on a tout un dispositif embarqué qui nous permet de mesurer des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que pour certains dispositifs, on dégage des moyens complémentaires pour mesurer de manière robuste les résultats. Donc c'est des évaluations d'impact. Par exemple, on a eu une très belle évaluation d'impact sur le SCAD qui a donné des résultats tellement encourageants que ça a permis en fait l'amplification et le passage à l'échelle du dispositif. Donc c'est vraiment parce qu'on avait ce type de dispositif et d'évaluation robuste qu'on avait toute la crédibilité nécessaire et la confiance pour passer à l'échelle. Et le troisième mécanisme, par rapport à ce que vous disiez plutôt sur le risque fiduciaire, là on a un mécanisme d'audit externe où c'est un cabinet qui est recruté et qui va auditer de manière assez classique la gestion des fonds qui sont alloués. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Jusqu'à présent, tout se passe bien. D'accord. À regarder les montants, on sent que tout se passe bien. De 10 milliards à 50 milliards aujourd'hui, c'est que tout se passe bien. 10 milliards, 20 milliards, 53 milliards, bon. Et on avance. Allons au Lodjibois, quittons Abidjan et puis retrouvons-nous au Lodjibois. Est-ce que vous pouvez passer le micro au représentant? Il a un micro. Monsieur Anon Beda Gabin, vous êtes coordonnateur équipe projet du Lodjibois. Quel est l'impact justement de ce projet-là dans votre région? Merci beaucoup, Christelle. Je voudrais donc dire merci au ministère et merci également au bureau de coordination du programme emploi. Nous disons que ce projet est important pour nous qui sommes donc en région parce que nous savons que dans nos différentes régions, nous avons beaucoup de jeunes diplômés qui malheureusement n'ont pas pu avoir l'occasion de s'insérer. Et donc à travers ce projet, nous leur avons fait montrer que c'est une aubaine, c'est une pêche que l'État leur tend et donc il était important pour eux de saisir, cette opportunité. Et lorsque nous avons, par exemple dans le Lodjibois, commencé la période de sensibilisation et d'enrôlement, en moins de 2 mois, nous avons pu enrôler 8038 jeunes dans le Lodjibois en moins de 2 mois. Cela montre un peu combien de fois le besoin est énorme dans nos différentes régions. Et qu'est-ce qu'ils ont fait justement, ces 8038 jeunes? Comment est-ce qu'ils ont été dispatchés dans les différentes filières? Expliquez-nous un peu. Alors, ces 8038 jeunes âgés de 18 à 40 ans se sont fait enrôler, donc ont postulé. Et donc, après la phase d'enrôlement, il y a la phase maintenant de présélection. Et donc,
selon la convention qui nous lie, nous devions donc présélectionner 820. Wow, donc, c'est-à-dire que c'était véritablement serré et c'était très sélectif. Parce qu'il y a un certain nombre d'indicateurs également qui devaient être respectés. Par exemple, la proportion de femmes pour les deux composantes du CDD2 dont nous avons bénéficié, pour les activités génératrices de revenus, nous devions avoir au moins 50% de femmes. Et pour les micro et petites entreprises, au moins 40% de femmes et 2% de personnes en situation de handicap. Mais au niveau du Lodiboire, pour les activités génératrices de revenus, nous sommes allés jusqu'à 54% de femmes. Et pour les micro et petites entreprises, où on nous demandait au moins 40% de femmes, nous sommes allés jusqu'à 55% de femmes et 6% de personnes en situation de handicap. On peut dire que ces indicateurs étaient véritablement importants pour nous. Et tout le processus, comme le coordonnateur l'a dit tout à l'heure, s'est déroulé de façon transparente. Parce que nous avons associé d'abord toutes les structures de l'État qui avaient en charge les femmes, à savoir le ministère en charge de la famille. Nous l'avons impliqué, ce ministère. Nous avons impliqué également le ministère en charge des personnes en situation de handicap. Toutes les associations de jeunesse ont été impliquées, sans oublier les autorités administratives, c'est-à-dire les préfets, sous-préfets, dans notre zone. Donc, le processus était transparent. Le processus était transparent. Et les jeunes... Les jeunes peuvent le témoigner, ils l'ont témoigné lorsque nous avons fait la cérémonie officielle de lancement, parce que comme le coordonnateur le disait encore tout à l'heure, lorsque les équipes de supervision arrivent, la première question, c'est comment est-ce que vous êtes arrivé à ce stade pour voir véritablement si le processus a été transparent. Et donc, à ce niveau... Oui, alors, Élisa, une question pour vous et puis on revient. Je voulais juste savoir, parce que ce que vous dites est très intéressant. On sait que nos régions, généralement, en tout cas la jeunesse, est confrontée à une paupérisation un peu dense. Donc, c'est un projet vraiment qui vient comme un projet salvateur. Quand vous parlez de région, est-ce que vous parlez de l'ensemble des départements de la région ou est-ce que vous parlez du chef-lieu de région? Parce que parfois, il est fait ce reproche-là que les programmes, quand ils vont en région, ils se cantonnent au niveau du chef-lieu de région. Merci. À ce niveau, au niveau de la région du Lodibois, puisque c'est la région que je connais mieux, nous avons 17 sous-préfectures. Et au niveau du CDD2, nous avons touché 12 sous-préfectures sur les 17. Donc, c'est dit que nous ne sommes pas cantonnés au chef-lieu de région, mais nous sommes allés dans les zones reculées pour donner aussi l'opportunité à ces jeunes-là de pouvoir se prendre en charge. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur projet du Lodibois. On revient à nos deux invités. Il nous reste 2 minutes. Vos mots de fin. Commençons par je voulais juste, en mot de fin, c'est m'adresser vraiment aux jeunes. Très rapidement, c'est-à-dire que quand on a commencé en 2012, les premières enquêtes qu'on avait montrées, c'était plus les parents qui allaient demander. Et je suis d'accord avec Christelle, comment ils ont appris. Et au fur et à mesure, on sent que ce sont les jeunes. Je pense que c'est la crédibilité du dispositif qu'il y a. Maintenant, pour finir dessus, c'est que sur les régions, aujourd'hui, à la demande du gouvernement, avec le projet C2D et le projet Banque mondiale, c'est l'ensemble des régions qui sont couvertes pour 45 milliards de francs CFA. Il y a 100 000 jeunes qui sont impactés pour qu'on puisse aller dans plus de départements pour toucher. Mais il faut que les jeunes y croient, en fait. Donc les témoignages sont là. De toute façon, nous, quand on était étudiants, on ne pensait pas qu'un jour on aurait occupé les postes. On étudiait sous des lampadaires. Et chaque génération a ses opportunités. Je pense que à eux de saisir les leurs. Ils ont la chance d'avoir les informations sur Internet. Nous, on était obligés d'aller jusque dans les ministères pour avoir les informations. Merci beaucoup, monsieur Touali, coordonnateur du BCP Emploi. On termine avec vous, madame Gratedour. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'était que ce programme, en fait, il a l'ambition de faire plus. Déjà, aujourd'hui, c'est 80 000 jeunes qui sont ciblés. Toutes les régions de Côte d'Ivoire et districts de Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est extrêmement important de toucher en fait tout l'ensemble du territoire. C'est aussi de faire différemment. C'est-à-dire qu'on sort un peu du niveau d'Abidjan en centrale pour aller beaucoup plus sur les structures déconcentrées de l'agence emploi jeune, de l'Office du service civique national et des conseils régionaux. Donc là, il y a beaucoup plus d'autonomie qui est transférée aux conseils régionaux. Et c'est de faire différemment. Et là, je vais reprendre les propos qui ont été tenus. En fait, la jeunesse, elle a une capacité à innover et à proposer des solutions qui est totalement sous-utilisée aujourd'hui. Et donc, on voudrait vraiment, à travers ce projet, rendre totalement crédible cette consultation nationale et d'impliquer les jeunes pour qu'ils soient eux-mêmes les ambassadeurs du projet, pour qu'ils puissent inspirer,
témoigner de leur victoire et du coup donner envie à d'autres jeunes. Alors rapidement pour terminer, en revenant sur la journée du lancement du CD3. Oui, alors ça c'est donc vendredi, sous le patronage bien sûr du Premier ministre. Et donc là ça va être une très belle cérémonie où justement les jeunes sont au cœur de tout le dispositif. Donc il va y avoir à la fois des stands qui vont permettre de montrer en fait cette créativité de différents jeunes, Sofitel, à partir de 10h. Vous allez avoir des sketchs pour justement aussi sur l'usage des industries un peu culturelles et créatrices pour donner un peu un regard différent sur les projets axés sur la jeunesse. Et puis vous allez avoir un panel qui va mixer un peu du politique, de l'opérationnel et surtout des jeunes qui vont témoigner sur leurs pratiques et leur expérience. Merci infiniment, Monsieur Herman Touali, coordonnateur du BCP Emploi, et Madame Céline Gradatour, j'ai bien prononcé, j'espère. Voilà, vous êtes représentant de l'Agence française de développement et on avait en public Monsieur Kennedy Bouaki, porte-parole des récipiendaires et tous les récipiendaires que nous saluons, et Monsieur Anombeda Gabin, coordonnateur équipe projet du Lodjibois, merci d'être venu. Alain Toussaint, merci. Élisée Barry, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc demain pour une autre édition du Grand Talk sur Live TV. Bonsoir. Et les programmes continuent, n'oubliez pas. Allez, bonsoir. Merci.